Au cours des dernières décennies, la Chine s'est imposée comme une puissance économique et politique incontournable sur la scène internationale. Grâce à une stratégie d'expansion bien rodée, Pékin a su renforcer son influence dans des domaines clés tels que le commerce, les infrastructures, la diplomatie et la technologie. Des projets ambitieux comme les nouvelles routes de la soie ont permis à la Chine d'étendre son réseau de partenaires à travers l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais comment le pays a-t-il fait? Quelles sont les ambitions de la Chine derrière ce projet? Et quelles en sont les conséquences? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Commençons par l'Afrique. Cela fait déjà quelques années que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Son développement, ses technologies de pointe et l'exportation de ses produits lui ont permis de devenir une grande puissance à la fois politique et économique. En 2013, le projet La Ceinture et la Route est dévoilé par la Chine. Il a comme objectif de renforcer la connectivité et la coopération économique entre la nation et d'autres pays. Elle est alors devenue un partenaire important sur le continent africain, et cela s'est fait en 3 temps. En devenant le principal acteur des échanges commerciaux, en prêtant de l'argent et en investissant dans les infrastructures. Pour cela, la Chine a divisé ses investissements à travers plusieurs acteurs publics. La Banque chinoise de développement et l'Exim Bank pour les prêts, la State Grid Corporation of China pour les infrastructures, ainsi que la State Power Investment Corporation et la Huadian Corporation pour la production d'électricité. Mais pourquoi a-t-elle choisi l'Afrique? En fait, elle comprend très vite que le continent est en train de devenir un point stratégique, notamment dans les échanges commerciaux, mais également au niveau politique. En effet, il faut savoir que ces dernières années, l'Afrique subsaharienne est devenue la région du monde qui s'urbanise le plus vite, à un rythme même supérieur à la Chine et à l'Inde. C'est un réel avantage pour l'Empire du Milieu qui diversifie ses revenus, fait grossir son portefeuille et grandit sur la scène internationale en ayant de nouveaux alliés politiques. Cependant, cela a des conséquences néfastes sur certains pays africains qui entrent dans une dépendance commerciale. Par exemple, en Angola, 40% des échanges se font avec la nation chinoise. C'est un réel problème, car cela menace la stabilité de l'économie nationale. Par la suite, les bonnes relations qu'entretient le pays asiatique avec les nations africaines fait qu'il décide de commencer à prêter de l'argent. En effet, à partir du début des années 2000, l'État chinois commence à verser, sous forme de prêts, des milliards de dollars. Ainsi, en 2000, la Chine détenait seulement 3% de la dette de l'Afrique subsaharienne contre 62% en 2020. En 12 ans, elle aurait prêté pas moins de 137 milliards de dollars. De plus de 10 000 entreprises chinoises sont actuellement en activité sur le continent. C'est également un réel problème pour les pays concernés, car leur endettement ne fait qu'augmenter. Ainsi, en 4 ans, le taux d'endettement du Mozambique est passé de 51 à 102% du PIB. Mais pourquoi la Chine fait ça? Quel est son objectif? En fait, cela est directement lié aux investissements faits dans les différents pays, notamment dans les infrastructures africaines, dont les chemins de fer. Par exemple, en 2017, c'est grâce à l'argent de la Chine que le Kenya a pu financer son projet ferroviaire d'une valeur de 3,7 milliards de dollars. Et même si ce partenariat peut avoir des conséquences graves sur les pays africains, le projet kényan nous montre que c'est également un réel avantage pour le continent. En effet, cela permet aux nations de développer leurs infrastructures rapidement, ce qui est une réelle aubaine pour l'économie nationale. Il faut savoir que la population africaine pourrait atteindre plus de 3 milliards d'individus d'ici 2050. De plus, à partir de 2025, plus de 100 villes d'Afrique compteront plus de 1 million d'habitants. Les nations africaines n'ont donc pas vraiment d'autre solution devant elles. De plus, les différents pays savent à qui ils ont affaire. En effet, l'Empire du Milieu est connu pour son expansion extraordinaire, qui a notamment eu lieu grâce au développement des infrastructures.
Cela donne aujourd'hui un pays à la pointe de la technologie, principalement dans le domaine ferroviaire, avec des trains ultra rapides, ou encore avec ses différents aéroports grandioses. De plus, pour la Chine, cela lui permet de gagner de l'argent en faisant faire les constructions par des entreprises chinoises et parfois même par des travailleurs qui sont envoyés sur place. De plus, une fois les infrastructures finies, elle est remboursée avec des intérêts. Si jamais le pays n'est pas capable de rembourser la totalité, alors le remboursement doit se faire sous forme de matières premières, du pétrole aux minerais. Des éléments indispensables au bon fonctionnement des entreprises chinoises. Par exemple, pour assurer la production de ses batteries de voitures électriques, la Chine a besoin de cobalt. Elle y a maintenant accès après un accord avec la République démocratique du Congo, qui en est le premier producteur mondial. C'est pour cela que la Chine finance de nombreux chemins de fer, du Kenya à l'Éthiopie, en passant par le Congo. À chaque fois, le schéma est le même, relier l'intérieur du continent à la côte et ainsi faire sortir rapidement les matières premières et les envoyer en Asie. Les nations africaines ont également la possibilité de financer leurs projets en infrastructure. Ainsi, la Chine peut, par exemple, prendre le contrôle d'un chemin de fer qu'elle a financé, le temps que le pays concerné lui rapporte assez d'argent pour rembourser le prêt. Cela peut durer plusieurs années, voire plusieurs décennies. Les nations africaines sont donc prêtes à mettre en gage leur indépendance politique et économique pour voir le pays se développer. Mais ce n'est pas tout. La Chine finance également une grande partie de la production d'électricité en Afrique subsaharienne. Car le pays a bien compris que pour fonctionner, les structures ont besoin d'électricité. Cependant, celle-ci n'est pas présente partout sur le continent africain. En effet, en 2015, plus de la moitié des Africains n'avaient pas accès à l'électricité. Ainsi, un quart des centrales au charbon dans le monde sont aujourd'hui construites ou financées par des entreprises chinoises. Par exemple, en Afrique du Sud, la construction de 2 grandes centrales à charbon à 4 milliards de dollars prêtés par la Chine a été approuvée en 2016. Le pays est alors devenu le plus gros producteur au monde de charbon. Assez paradoxal, sachant que l'Empire du Milieu est également le plus gros producteur d'énergie propre. Attention tout de même, la présence de la Chine en Afrique n'est pas nouvelle, cela date même de 1949. À ce moment-là, le Parti communiste chinois vient d'arriver au pouvoir. Il n'est alors pas reconnu par la plupart des pays africains qui décident de rester fidèles à l'ancien gouvernement. Petit à petit, le parti va alors user de différents stratagèmes pour avoir les différentes nations de son côté. Il va notamment construire de nombreux chemins de fer, des hôpitaux ou encore des universités pour obtenir la reconnaissance du parti sur le continent africain. Cependant, ces dernières années, les moyens de faire de la Chine ont changé, car le regard des populations locales est moins enthousiaste qu'auparavant, et ce pour plusieurs raisons. Par exemple, il est de plus en plus demandé aux entreprises chinoises d'employer de la main-d'œuvre locale, qui soit payée et traitée dignement. L'augmentation des coûts des projets et le manque d'investissement dans les énergies vertes sont aussi décriés. Les relations diplomatiques ne sont donc plus suffisantes. La Chine doit maintenant dialoguer avec la société civile, si elle veut garder une bonne image sur le continent africain. Pour remédier à cela, Huawei, qui réalise 15% de ses revenus en Afrique, va par exemple former près de 12 000 étudiants en télécommunications dans des centres dans plusieurs pays, dont le Nigeria, le Maroc ou encore le Congo. De plus, la part de travailleurs locaux est en train d'augmenter considérablement. On part maintenant en Asie avec le Sri Lanka, où la Chine utilise la même stratégie. On le voit par exemple avec le port de Hambantota. Construit en 2015 grâce à l'argent chinois, le pays n'a pas pu rembourser. D'une valeur de 1,3 milliard de dollars, il appartient donc maintenant à la Chine pour les 99 années qui suivent la fin du projet de construction. Ce transfert a suscité des inquiétudes internationales, notamment en raison du potentiel usage militaire du port par la marine chinoise. Il faut savoir que l'acquisition de plusieurs ports par la Chine lui permet de mener une politique d'expansion de sa marine de guerre. Il ne faut pas oublier
que le Sri Lanka occupe une position clé dans l'océan Indien, au carrefour des grandes routes maritimes commerciales reliant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. En renforçant sa présence dans ce pays, Pékin sécurise ses intérêts économiques tout en étendant son influence militaire dans la région. Le contrôle du port de Hambantota et d'autres infrastructures stratégiques permet à la Chine de renforcer sa stratégie dite du collier de perles, visant à établir une série de bases et de points d'ancrage maritime dans l'océan Indien. L'objectif principal de cette stratégie est d'assurer la protection de ses approvisionnements énergétiques, notamment en pétrole, qui transitent par des zones stratégiques comme le détroit de Malacca, le golfe du Bengale et la mer d'Arabie. Les perles de ce collier désignent les ports et bases développées ou investis par la Chine dans des pays clés de la région, tels que Gwadar au Pakistan, situé près du détroit d'Ormuz. Ce port est crucial pour le commerce énergétique. Il fait partie du corridor économique Chine-Pakistan et offre à la Chine un accès direct à la mer d'Arabie. Il y a aussi Chittagong au Bangladesh, qui est un port essentiel pour le commerce régional et renforce les liens économiques entre la Chine et le Bangladesh. Mais aussi Kiokpiu en Birmanie, qui est un port stratégique pour la Chine, car il offre un accès direct au golfe du Bengale, réduisant ainsi la dépendance au détroit de Malacca. Enfin, une base militaire à Djibouti. Située dans la Corne de l'Afrique, cette base est la première base militaire chinoise à l'étranger. Elle soutient les opérations navales et protège les intérêts chinois dans la région. C'est donc une aubaine pour le pays, qui ne perd absolument pas d'argent en fin de compte, mais en plus s'impose de plus en plus dans les relations internationales. Ainsi, cette stratégie permet à la Chine non seulement de sécuriser des routes commerciales essentielles, mais aussi de consolider sa position géopolitique. Il faut savoir que depuis les années 2000, la Chine est devenue l'un des principaux partenaires économiques du Sri Lanka. Pékin a massivement investi dans les infrastructures sri-lankaises, notamment dans les autoroutes, les ports et les zones économiques spéciales. Ainsi, la Chine est aujourd'hui l'un des plus grands créanciers du Sri Lanka, détenant environ 10% de sa dette extérieure. Cette situation alimente les craintes d'une stratégie chinoise dite de diplomatie du piège de la dette, où Pékin financerait des projets coûteux pour ensuite obtenir des avantages géopolitiques en cas de défaillance financière. De plus, les investissements chinois se concentrent souvent sur des projets d'infrastructures jugés peu rentables ou mal adaptés aux besoins économiques du Sri Lanka, aggravant les difficultés financières du pays. La crise économique majeure que traverse le Sri Lanka depuis 2022 a encore accentué sa dépendance vis-à-vis de la Chine. On peut aussi parler du Pakistan. Il faut savoir que les relations entre les deux pays figurent parmi les partenariats les plus stratégiques et durables d'Asie. Tout a commencé dans les années 50, lorsque le Pakistan a été l'un des premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine en 1951, peu après sa fondation. À l'époque, les deux pays cherchaient à s'établir sur la scène internationale, dans un contexte marqué par la guerre froide. Leur relation a pris un tournant décisif en 1962 lors de la guerre sino-indienne. Partageant une hostilité envers l'Inde, avec qui ils ont une frontière terrestre, le Pakistan et la Chine se sont rapprochés, renforçant leur alliance par un traité frontalier en 1963 qui a dissipé leurs différends territoriaux. Ensuite, les années 70 ont marqué un approfondissement des liens entre les deux pays. Dans les années 80 et 90, la coopération sino-pakistanaise a pris une dimension militaire et nucléaire. La Chine a fourni des armes et joué un rôle clé dans le développement du programme nucléaire pakistanais, renforçant ainsi les capacités stratégiques d'Islamabad. À partir des années 2000, les relations entre les deux pays se sont davantage tournées vers l'économie. Avec le lancement de l'initiative des nouvelles routes de la soie par Pékin, le Pakistan est devenu un partenaire central, notamment grâce au corridor économique Chine-Pakistan. Les nouvelles routes de la soie représentent un projet ambitieux lancé par la Chine en 2013. L'objectif de cette initiative est de renforcer les connexions économiques, commerciales et culturelles, notamment entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Inspirée par l'ancienne route de la soie, cette initiative vise à créer des corridors terrestres et maritimes permettant un commerce fluide et une intégration économique mondiale plus poussée.
Le corridor économique Chine-Pakistan, quant à lui, est un projet ambitieux lancé en 2015 visant à connecter le port pakistanais de Gwadar à la région chinoise du Xinjiang, transformant le Pakistan en un hub commercial régional. Ce projet comprend des routes, des chemins de fer, des pipelines et des projets énergétiques. L'objectif principal est de faciliter l'accès à la Chine au marché du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Europe via le port stratégique de Gwadar, tout en réduisant sa dépendance au détroit de Malacca, vulnérable à des blocages maritimes. Pour le Pakistan, ce projet offre une opportunité de développement économique cruciale en modernisant son infrastructure et en stimulant sa croissance industrielle. Cependant, il suscite des débats. Certains analystes considèrent le corridor comme un levier pour renforcer l'alliance stratégique sino-pakistanaise, un contrepoids face à l'Inde, leur rival commun. D'autres y voient une manifestation de la dépendance croissante du Pakistan envers la Chine, notamment en raison des prêts massifs nécessaires pour financer les projets. Cette dépendance pourrait aggraver la dette du Pakistan et compromettre sa souveraineté économique. Sur le plan géopolitique, ce corridor est également source de tensions, notamment avec l'Inde, qui s'oppose au projet car il traverse le territoire contesté du Cachemire. Par ailleurs, les deux pays ont continué de collaborer sur le plan militaire avec des projets tels que la fabrication conjointe des avions de chasse JF-17. Mais la dépendance du Pakistan n'est pas la seule tension dans ces relations. D'ailleurs, l'année 2024 a été tumultueuse. En mars, une attaque terroriste a tué 5 ressortissants chinois dans le nord du Pakistan, moins d'une semaine après un autre attentat contre des travailleurs chinois dans le sud-ouest du pays. En effet, un kamikaze a percuté avec sa voiture chargée d'explosifs un véhicule transportant des ouvriers et des ingénieurs chinois vers le barrage de Dassu, le plus grand projet hydroélectrique du Pakistan. Et le modus operandi a été savamment étudié, car après l'explosion, le véhicule visé est tombé dans une gorge et a pris feu, ne laissant aucune chance à ses occupants. Les autorités pakistanaises n'ont énoncé aucune hypothèse quant à l'origine de l'attentat, qui n'a pas été publiquement revendiqué. Cependant, les médias se doutent du responsable. En fait, l'attentat a eu lieu à Shangla, un district de la province de Khyber Pakhtunkhwa, frontalière de l'Afghanistan, dans le nord du pays, et où les groupes talibans pakistanais multiplient les attaques ces dernières années. Cela inquiète la Chine, car cet attentat survient moins d'une semaine après une attaque à l'arme à feu qui avait déjà visé un convoi transportant des citoyens chinois à l'extérieur du port de Gwadar, situé dans le sud-ouest de la province du Baloutchistan, à l'autre bout du Pakistan. Les forces de sécurité pakistanaises ont alors immédiatement riposté, tuant 8 militants de l'armée de libération du Baloutchistan, un groupe séparatiste qui n'a a priori absolument aucun lien avec les talibans actifs dans la province du second attentat. L'armée de libération du Baloutchistan, alias ALB, est fondée au début des années 2000. L'ALB revendique plus d'autonomie, voire l'indépendance complète du Baloutchistan. Le groupe mène des attaques contre les forces de sécurité pakistanaises et des infrastructures pour protester contre ce qu'ils considèrent comme l'exploitation de leurs ressources naturelles par le gouvernement central et des entreprises étrangères. L'ALB est considérée comme une organisation terroriste par le gouvernement pakistanais en raison de la violence de ses actions. Le conflit dans la région est alimenté par des sentiments d'inégalité économique et politique, ainsi que par la répression musclée du gouvernement. Ainsi, l'ALB a régulièrement pris pour cible des ressortissants chinois, affirmant que les habitants de l'ethnie baloutche ne recevaient pas leur juste part des richesses extraites par les investisseurs étrangers. Après l'attaque, Pékin s'est contenté de répéter les positions du gouvernement, selon lequel la Chine continuera à soutenir le développement économique et social du Pakistan et l'amélioration des conditions de vie de sa population. Car pour les deux accidents, c'est manifestement le corridor économique Chine-Pakistan qui est visé. Ensuite, en octobre 2024, 2 Chinois sont tués dans un attentat près de l'aéroport de Karachi. Cette fois, l'attentat est revendiqué par l'armée de libération du Baloutchistan, qui a affirmé avoir pris pour cible un convoi de haut niveau d'ingénieurs
et d'investisseurs chinois. Il ne faut pas oublier que cette province est riche en hydrocarbures et en minerais, mais sa population se plaint d'être marginalisée et privée de ses ressources naturelles. Les deux citoyens chinois travaillaient sur le projet de centrale nucléaire de Port Qasim, un programme financé par Pékin. L'ambassade de Chine a exhorté les autorités pakistanaises à mener une enquête approfondie sur les attaques et à punir sévèrement les assassins. Elle exige, par ailleurs, que des mesures soient prises pour assurer pleinement la sécurité des citoyens, des institutions et des projets chinois. Le groupe armé avait revendiqué en août une série d'attentats coordonnés ayant fait une 50aine de morts. On peut aussi parler de la Russie. Face aux tensions croissantes avec les États-Unis et leurs alliés, Moscou et Pékin ont multiplié les actions communes pour contrer l'influence occidentale. Sur la scène internationale, la Russie soutient régulièrement les positions chinoises dans des institutions telles que l'ONU, où les deux pays usent souvent de leur droit de veto pour bloquer des résolutions perçues comme favorisant les intérêts occidentaux. En retour, la Chine apporte son soutien à la Russie dans les conflits géopolitiques majeurs, notamment concernant la Crimée et la guerre en Ukraine. Cette solidarité renforce la position de la Chine en Asie et dans le Pacifique, en lui permettant de se concentrer sur ses ambitions régionales sans craindre d'isolement diplomatique. La Russie, riche en ressources énergétiques, fournit à la Chine une grande partie de son gaz et de son pétrole, éléments essentiels à la croissance économique chinoise. Ce partenariat énergétique renforce la sécurité énergétique de Pékin, tout en permettant à la Russie de diversifier ses exportations, particulièrement depuis les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine. Des projets majeurs comme le gazoduc Power of Siberia ont permis à la Chine de sécuriser un approvisionnement énergétique stable, renforçant ainsi sa capacité à développer son industrie et à étendre son influence économique en Asie et au-delà. De plus, la Russie fournit à la Chine des équipements militaires avancés tels que des systèmes de défense anti-aériens comme le S-400, ainsi que des avions de chasse sophistiqués comme le Su-35. Ces ventes ont permis à Pékin de moderniser son armée et d'accroître sa puissance militaire, notamment en mer de Chine méridionale, où les tensions sont croissantes. Les deux pays multiplient également les exercices militaires conjoints dans des zones stratégiques, démontrant leur volonté d'affirmer leur puissance face aux États-Unis et à leurs alliés. Cette coopération renforce également la capacité de la Chine à étendre son influence en Asie centrale, une région historiquement proche de Moscou. Mais cette amitié se voit également en dehors de la Chine et de la Russie. En effet, on le voit aussi en Arctique. Il faut savoir que là-bas, le réchauffement climatique est au moins 2 fois plus rapide qu'ailleurs sur la planète. Ainsi, ces dernières années, au Groenland, on a découvert de grandes quantités d'uranium, d'or et de cuivre qui sont indispensables aux nouvelles technologies. La Chine regarde alors de très près cette région, car l'Empire du Milieu est en quête de nouvelles ressources pour consolider sa position de leader dans le domaine des batteries électriques. Certains se demandent même si un conflit impliquant la Russie ou la Chine pourrait s'étendre jusqu'à l'Arctique. La région est donc sous tension et il risque d'être un des sujets de la géopolitique mondiale les plus importants dans les prochaines années. D'ailleurs, ce qui inquiète vraiment les États-Unis dans la présence russe en Arctique, c'est que cette dernière utilise la région pour renforcer ses liens avec Pékin. Ainsi, des exercices conjoints entre les deux pays sont ponctuellement organisés. Durant l'un d'entre eux, une escadre chinoise et russe a longé les eaux américaines au large des Aléoutiennes, non loin de l'île Kodiak. À cause des rivalités grandissantes entre Washington, Pékin et Moscou, la préparation à un potentiel conflit au niveau du pôle inquiète beaucoup de monde. Dans le cadre des nouvelles routes de la soie, la Chine multiplie les investissements au Moyen-Orient. Elle finance des ports, des zones industrielles, des chemins de fer et des technologies de pointe dans des pays comme l'Égypte, les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Par exemple, en Égypte, la Chine a financé le développement de la nouvelle capitale administrative égyptienne située à l'est du Caire. Ce projet comprend des gratte-ciel, dont l'emblématique Iconic Tower, le plus haut d'Afrique, construit par des entreprises chinoises. Les investissements s'étendent aussi au développement de la zone économique du canal de Suez.
un hub commercial et industriel stratégique pour le commerce mondial. Aux Émirats arabes unis, la Chine collabore avec le pays pour moderniser le port de Khalifa à Abu Dhabi, un point central dans la route de la soie maritime. Les deux pays ont également développé des partenariats dans des secteurs de haute technologie, notamment l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Du côté de l'Arabie saoudite, les relations avec Pékin se sont renforcées avec des accords d'investissement dans des méga-projets tels que NEOM, une ville futuriste intégrant des technologies innovantes et des énergies vertes. Pékin joue également un rôle clé dans la diversification économique saoudienne, notamment via des investissements dans des raffineries et des projets pétrochimiques. Enfin, en Iran, la Chine a signé un accord stratégique de 25 ans, incluant des investissements dans les infrastructures comme les chemins de fer et les ports, ainsi que dans le secteur énergétique. Le projet de chemin de fer entre Téhéran et Machhad illustre parfaitement cette coopération, offrant une meilleure connectivité au sein du pays et avec ses voisins. Le Moyen-Orient est également un très bon exemple du plan diplomatique du pays où la Chine mise sur une position de neutralité stratégique. Contrairement aux États-Unis, qui sont perçus comme un acteur engagé dans des alliances rigides et des conflits, Pékin entretient de bonnes relations avec des États rivaux comme l'Arabie saoudite et l'Iran, ou encore la Turquie et l'Égypte. Son rôle de médiateur dans l'accord de réconciliation entre Riyad et Téhéran en mars 2023 illustre sa volonté de se positionner comme un acteur stabilisateur. Cette approche renforce sa crédibilité et lui permet de s'imposer comme une alternative aux puissances occidentales, souvent critiquées pour leur politique interventionniste. Il ne faut pas non plus oublier que la Chine développe progressivement une coopération militaire et technologique avec plusieurs pays de la région. Si Pékin reste prudente quant à une présence militaire directe, elle vend des équipements de défense, notamment des drones et des systèmes de surveillance à des États comme l'Arabie saoudite et les Émirats. Par exemple, la Chine est devenue un acteur majeur dans l'exportation de drones militaires, notamment les modèles Winglong et CH-4. Ces drones, comparables à leurs équivalents américains comme le Predator, ont été vendus à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis pour des opérations de surveillance et des frappes aériennes. Les deux pays ont également acquis des systèmes de surveillance chinois, équipés de technologies d'intelligence artificielle utilisées à des fins de sécurité nationale et parfois pour surveiller les dissidents politiques. Enfin, l'Arabie saoudite a signé des accords avec des entreprises chinoises pour établir des usines de fabrication de drones sur son territoire, renforçant sa capacité locale et réduisant sa dépendance aux importations. Elle collabore également avec l'Iran en matière de cybersécurité et d'intelligence artificielle, tout en développant des partenariats dans la recherche spatiale avec des puissances comme les Émirats arabes unis. Par exemple, la Chine et l'Iran travaillent ensemble pour développer des technologies avancées de cybersécurité dans le cadre de leur accord de partenariat stratégique de 25 ans. Cela inclut le partage de technologies liées au contrôle de l'information, souvent utilisées dans des contextes de surveillance et de gestion de réseaux nationaux. L'intelligence artificielle est également un domaine clé, avec des efforts conjoints pour créer des applications dans la sécurité nationale et les infrastructures numériques. La Chine coopère aussi avec les Émirats dans le domaine spatial. Par exemple, la sonde émirati Hope a bénéficié de collaborations scientifiques pour sa mission martienne. Pékin et Abu Dhabi ont également discuté de projets conjoints dans l'exploration lunaire, ainsi que du partage de données et de technologies pour des satellites d'observation de la Terre. Il est donc clair que l'influence croissante de la Chine redessine les équilibres mondiaux. En investissant massivement à l'étranger et en renforçant ses partenariats stratégiques, Pékin s'impose comme un acteur clé dans la construction de l'ordre international du XXIe siècle. Toutefois, cette expansion soulève de nombreuses interrogations quant à ses intentions réelles et aux conséquences économiques et politiques pour les pays partenaires. Ainsi, entre opportunités et défis, la présence chinoise continue de façonner un nouvel équilibre de pouvoir mondial.